Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa, nous discutons de la situation politique de la République démocratique du Congo au lendemain des élections. J'anime le plateau avec Ousmane Kaba. Ousmane, bonjour. Bonjour, Mona. Alors, nous avons comme invité Madame Marie Arena. Bonjour. Et Monsieur Sindika Dokolo. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Sindika Dokolo, vous êtes homme d'affaires, mais vous êtes aussi un militant engagé. Vous avez créé le mouvement congolais Debout, qui milite pour la transparence du processus électoral en RDC. Alors, aujourd'hui, il y a eu les élections le 30 décembre. À 10 jours des élections, nous n'avons pas encore le nom du président élu. Quel est votre constat et quelle est la position de votre mouvement? Écoutez, nous essayons de défendre ou de représenter, d'être un peu les porte-parole de la population congolaise. Les Congolais Debout, c'est vrai, nous sommes un mouvement de la société civile assez jeune. Mais d'abord, nous sommes un mouvement de masse, donc de ce point de vue-là relativement représentatif, mais aussi il est important de préciser que dans le cas du Congo aujourd'hui, la société civile a joué un rôle absolument clé, notamment parce qu'il y a eu tout un trésor d'artifices qui ont été développés par le pouvoir qui a peur du désaveu, qui s'est d'ailleurs traduit dans les faits lors de ces élections, du désaveu populaire, du rejet populaire, et que un de ces stratagèmes, c'était d'isoler complètement le processus électoral. Et donc à l'époque, l'argument qui a été présenté par le pouvoir, c'était celui de la souveraineté du Congo, en disant au nom de la souveraineté, nous refusons la participation et l'aide extérieure, nous refusons également la présence d'observateurs internationaux et évidemment avec tout ce que cela entraîne comme risque de crédibilité du résultat du processus. Et là, en l'occurrence, effectivement, la société civile et notamment l'Église catholique par le biais de la Synco ont joué un rôle absolument déterminant pour arriver justement à être un peu l'Église, entre guillemets, au milieu du village et arriver grâce au déploiement d'un nombre très très conséquent d'observateurs sur le terrain. Il y a des dizaines de milliers de témoins qui ont été déployés à travers toute la République démocratique du Congo et dans tous les bureaux de vote, des dizaines de milliers de bureaux de vote, et qui ont permis donc avoir une idée très claire de quelle est la réalité du résultat du vote. Et aujourd'hui, c'est le grand problème qui se pose à nous. C'est vrai qu'on est à des heures qui sont historiques. Peut-être qu'au moment où on va retransmettre cette émission, l'actualité nous aura déjà révélé quelle aura été la position de la CENI et du pouvoir, accepter la défaite ou essayer d'aller à l'affrontement. Et de ce point de vue-là, c'est très important justement de garder comme interlocuteur et comme point de mire la position des mouvements de la société civile congolaise et notamment la Synco qui a clairement établi qu'elle avait la connaissance claire de qui avait gagné ces élections. Sous-entendu, dans aucun cas de figure, il n'est envisageable que le FCC, donc M. Kabila, ne proclame leur victoire. Alors ça, c'est de ce fait-là, effectivement, très important. On est à la veille d'heures cruciales. Évidemment, dans ce cas-là, par exemple, honorable, vous qui suivez cette situation entre l'Europe et l'Afrique, vous êtes au cœur de l'Europe ici, comment l'Europe juge-t-elle cette situation, on peut dire, braque-ballante actuellement en RDC? Surtout si je peux me permettre que vous avez été vraiment en avant-plan, vous avez été assez ferme concernant ce processus électoral et vous avez même sanctionné certains dignitaires congolais. Tout à fait, et je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. On a un pouvoir qui, coûte que coûte, veut rester au pouvoir. Et depuis 2016, c'est-à-dire le premier report des élections, on voit qu'il y a une stratégie du pouvoir de garantir, coûte que coûte, une espèce d'affairisme, sa position. Et grâce à la société civile aujourd'hui, et vous l'avez dit, il y a des informations qui reviennent et qui montrent que malgré toute cette stratégie, la société civile congolaise, les Congolais, ont fait valoir le fait qu'ils voulaient un changement, qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont le pays est aujourd'hui gouverné, qu'ils veulent avoir à la tête de ce pays des personnes qui sont en mesure de leur apporter des solutions qui sont des solutions par rapport à des situations qui sont des situations difficiles, des situations concernant leur sécurité,
concernant leur survie, concernant l'éducation, concernant les infrastructures. Donc il y a des demandes qui sont formulées par la population congolaise. Alors nous, ici au Parlement européen, depuis 2016, nous avons pris un certain nombre de dispositions, nous avons interrogé, nous avons demandé, nous avons exigé, et par rapport à la non-réponse, je dirais plutôt même les réactions inverses du gouvernement congolais, eh bien nous avons aussi prôné la question des sanctions, parce qu'il y avait des comportements de la part du pouvoir congolais en place qui étaient des comportements de violence vis-à-vis de leur population, et donc il fallait sanctionner ces comportements de violence à l'égard des populations congolaises. Que disons-nous aujourd'hui? Plusieurs choses. La première, je pense que les résultats électoraux ne sont pas négociables. On ne négocie pas avant la proclamation des résultats. On peut négocier après une proclamation des résultats pour savoir quelles sont les forces en présence et comment constitue-t-on un gouvernement, une majorité, comment travaillons-nous en fonction de ce que les électeurs ont dit. Aujourd'hui, ce qu'on voit qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, c'est d'abord on fait nos accords et puis on modifie les résultats pour que ces résultats soient en conformité avec les accords. Ce n'est pas ça la démocratie. Et donc nous dirons, nous au Parlement européen, et j'espère que nous aurons le débat au Parlement européen lundi à Strasbourg en plénière, mon groupe politique a demandé que ce débat puisse avoir lieu, pour dire nous sanctionnons le fait que ces résultats, la vérité des urnes, ne soit pas mise aujourd'hui sur la table. Et que cette vérité des urnes puisse être, je dirais, offerte aux observateurs qui ont effectivement fait le travail d'observation indépendante pour pouvoir dire oui, cette vérité est acceptable ou non acceptable par la population congolaise. C'est la première chose que nous devons faire. Ensuite, nous devons, à mon sens, continuer à dire que les sanctions qui ont été demandées depuis, je dirais, quelques temps par les autorités européennes doivent être maintenues jusqu'au moment où les personnes qui ont été auteurs de violences puissent être jugées pour les faits de violence qu'elles ont commis dans leur pays à l'égard de leur population. Et donc il faut maintenir la pression sur le gouvernement congolais, sur les personnes, pour que demain, on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Parce que, vous savez, l'être humain est ce qu'il est, et si je dirais, une attitude n'a pas été sanctionnée un jour, eh bien peut-être que demain elle pourrait se reproduire. Et donc il faut qu'on maintienne effectivement ces sanctions parce que ces personnes doivent être jugées pour le mal qu'elles ont fait. Okay. Alors Monsieur Dokolo, justement, vous évoquez le rôle de la Synco qui a été assez ferme en se tenant comme garant de la vérité des urnes. Et le rôle justement de la Synco a été décrié par certains partis, dont par exemple la coalition au pouvoir, et a reçu une mise en garde de la CENI. Pensez-vous que cette mise en garde est légitime? Mais je pense que cette mise en garde, comme on vient de le dire maintenant, elle s'inscrit dans une suite de stratagèmes qui ont été développés avec un objectif, c'est de ne pas perdre le pouvoir. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a une grande question, comme les Anglais disent, « the elephant in the room », peut-être à laquelle il faut qu'on s'attelle, c'est d'arriver à trouver une solution concrète, une alternative concrète pour M. Kabila et les quelques personnes qui, autour de lui, auraient tout à perdre si jamais cette vérité des urnes prévalait. Et je pense que ça, c'est... moi, je pense qu'il y a eu un... On critique souvent les institutions européennes en disant que c'est une grosse institution qui a parfois de l'inertie, parfois pas assez de réactivité, mais c'est vrai que c'est important de reconnaître, par exemple sur cette question du Congo, qu'il y a eu beaucoup de députés européens, dont Madame fait partie en tant que Congolais, je voulais vous en remercier et vous rendre hommage. Il y a eu beaucoup d'autres députés, Madame Kienge, il y a eu beaucoup d'autres députés européens qui sont vraiment attelés à cette question-là, à faire comprendre à tout le monde que c'était très important à la fois d'être cohérent pour l'Europe par rapport à ses principes et ses valeurs, mais également d'être du côté de ceux qui pensent que pour se développer, le Congo a besoin d'un système qui est plus démocratique, plus crédible et plus transparent. Et en l'occurrence maintenant, cette question de ces élections,
qui est tellement crucial. À mon avis, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont très importantes dans le chef de l'Europe, mais de tous les partenaires du Congo à l'heure actuelle, que ce soit les Congolais de l'extérieur, la société civile, mais aussi la communauté internationale et les pays de la sous-région, parce qu'il n'y a que par un alignement de toutes ces forces-là qu'on va arriver à une vraie solution globale. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord annoncer une grande fermeté au gouvernement congolais, au pouvoir congolais actuel, en disant la vérité des urnes n'est pas négociable. Ce n'est pas la peine de venir ou avec une solution, là on nous dit que M. Chadari a gagné, ce n'est pas la peine de venir avec une solution de nous dire qu'il sera Premier ministre parce que le FCC a gagné les législatives, c'est juste faux, c'est impossible et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas non plus possible de venir avec des machinations du type on va essayer d'invalider le vote au niveau de la Cour constitutionnelle dont on sait qu'elle a été mise en place par M. Kabila et donc elle n'est pas tellement fiable. Donc il n'y a pas d'artifice possible. Ça, je pense, c'est très important d'avoir une position très claire là-dessus. Et je pense que le maintien des sanctions et même éventuellement l'annonce d'un nouveau train de sanctions éventuelles, ça serait quelque chose qui, fait en amont, permettrait justement de canaliser un peu les émotions ou les passions des politiciens congolais à l'heure actuelle. Et puis deuxièmement, je pense qu'il y a un point qui est très important et dont il faut parler à un moment ou à un autre, c'est quelle est la sortie aujourd'hui pour M. Kabila et ses proches, c'est-à-dire comment fait-on pour tourner la page. Et là, j'en reviens un peu à l'histoire. Je me rappelle de l'époque, alors c'est un contexte différent parce qu'il s'agissait d'une guerre à l'époque. Certains disaient d'une rébellion, d'autres d'une invasion. C'était en 97, 96, là où M. Mobutu a eu il y a eu les fameuses négociations d'Outenika sur ce navire de guerre de l'armée sud-africaine. Là, effectivement, on a dû faire une négociation et lui proposer un plan de sortie en lui faisant à la fois, et à l'époque c'était l'ambassadeur qui est devenu ensuite sénateur, Bill Richardson, qui avait été envoyé par les Américains pour lui dire clairement, écoutez, c'est fini, on arrête maintenant, c'est pas la peine d'essayer de s'imposer en dépit du bon sens. Et en même temps, il y avait une négociation qui a été faite notamment avec les pays de la sous-région en disant, écoutez, on a le cas d'un président qui est là, qui a encore un grand pouvoir de nuisance, essayez de lui parler pour le convaincre et qu'il trouve une solution alternative, parce que c'est vrai qu'il y a un besoin de justice. On ne peut pas reconstruire un pays avec l'impunité et sans la justice, mais en même temps, il y a aujourd'hui près de 100 millions de Congolais qui ont été, dont la vie, dont les perspectives, dont les droits ont été mis entre parenthèses depuis plus de 2 ans. Et c'est important qu'on remette ce pays sur les rails, qu'on se remette au travail et qu'on redonne aux Congolais la normalité et la légitimité des institutions auxquelles ils ont droit. Monsieur Dokolo, justement, sur ce plan, quand on regarde, avec votre expérience et l'expérience que vous venez de citer du cas de Mobutu à l'époque, donc sur le fameux bateau et tout ça avec les Sud-Africains, est-ce que vous pensez qu'un mouvement comme le vôtre, Congolais debout, c'est un mouvement qui malheureusement comporte la maladie infantile de tous les groupes politiques, généralement en Afrique, pas seulement au Congo? Ça appartient à une région? Ça appartient à un groupe ethnique? Ou bien vous voulez vraiment arriver à casser des artifices, comme par exemple le président Kabila est en train de faire avec les coupures d'Internet, avec les élections, avec toute une série d'organisations, même le fameux incendie, paraît-il. Est-ce que ça n'est vraiment un? Que pensez-vous? Alors, je n'ai pas la réponse sur la question de l'incendie, mais effectivement, c'est vrai que l'on regarde la suite des événements, c'est quand même un incendie qui fait bien les affaires du pouvoir et de la CENI à l'époque, puisque ça a permis de retarder les élections encore d'1 semaine, ça a permis d'empêcher un certain nombre d'endroits de circonscriptions de voter, et notamment des circonscriptions qui étaient clairement, majoritairement pour l'opposition. Maintenant, sur votre question par rapport aux Congolais debout, et excusez-moi, je ne suis pas politicien, mais je vais peut-être répondre un peu à côté. Le problème, ce n'est pas le problème des Congolais debout. Lorsqu'on parle de la société civile, moi je pense que justement ce qui est intéressant, c'est de la considérer dans son ensemble. Ce qui fait sa force et sa représentativité, c'est sa diversité. Donc c'est vrai que nous, on est un mouvement, on essaye, on est encore jeune, il y a d'autres mouvements qui sont là. Mais nous, on est un mouvement qui nous adressons non seulement aux Congolais de la diaspora, mais aussi aux Congolais du Congo. On est présent, c'est vrai,
parce qu'on est plus jeune, plus en zone urbaine par exemple qu'en zone rurale, mais on représente déjà une masse critique. Et surtout, on travaille en partenariat et en symbiose avec d'autres mouvements qui, à la fois en termes de cibles, c'est-à-dire les membres qui regroupent, en termes de sujets ou de débats ou de causes qui défendent, mais aussi en termes de stratégie. Par exemple, on travaille beaucoup avec des jeunes comme Lucha, Filimbi, qui sont eux beaucoup plus dans une stratégie d'activisme. C'est vrai que le CLC proche de la Synco et donc de l'Église catholique, ça fait qu'effectivement il y a tout aujourd'hui une myriade de petits groupes de société civile qui ont ceci en particulier, qu'ils portent finalement le même discours et le même combat. Et de ce point de vue-là, je pense que la société civile est parfaitement alignée aujourd'hui avec les revendications et les attentes populaires au Congo. On attend un changement, on attend une normalisation de la vie politique et on attend qu'on tourne enfin cette page de la fin de ce régime Kabila qui a été très destructrice pour un pays dont je vous rappelle que c'est un pays qui est en grande fragilité, qui est une grande source d'instabilité pour toute la sous-région, qui est un pays qui potentiellement est très riche, mais avec une population, la moitié de la population d'un pays de 100 millions d'habitants, qui ne savent ni lire ni écrire, qui ne vont plus à l'école, qui n'ont plus de soins de santé, qui n'ont plus aucune administration centrale et donc qui potentiellement à terme représente une bombe à retardement. De ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut plus se permettre le luxe de perdre du temps dans ce processus politique et il faut absolument que tous les partenaires du Congo tournent cette page. Madame Arena, justement, le pouvoir semble montrer qu'il va aller jusqu'au bout. L'ambassadeur de l'Union européenne a été renvoyé, il y a des coupures Internet, tous les signaux sont alarmants. Tout à fait. On semble comprendre qu'ils ne reculeront devant rien. Alors, quoi faire par rapport à cette impasse-là? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment qu'il y ait un alignement des planètes de la communauté internationale pour isoler effectivement la situation de la République démocratique du Congo et le pouvoir actuellement qui prend les mauvaises décisions. Et si le Parlement européen aura une position à prendre assez rapidement, il va falloir aussi que le Conseil puisse aller dans ce sens. Et je pense que c'est important parce que vous savez qu'il y a certains pays qui sont plus ou moins proches de la République démocratique du Congo et du gouvernement actuel. Et donc je pense qu'il est vraiment important que la communauté internationale prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe au Congo. Ici au niveau européen, je pense qu'elle doit le prendre aussi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a la question du mandat de la MONUSCO et la manière dont effectivement le Conseil de sécurité peut prendre en considération la situation d'extrême vulnérabilité que l'on vit aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. La situation aujourd'hui est une situation explosive dans une région qui est une région fragile. Et donc il faut vraiment que cette communauté internationale prenne ses responsabilités pour faire en sorte que le message politique qui soit donné au gouvernement actuel soit cohérent. J'en appelle aussi à l'Union africaine. Parce que là aussi, il y a une responsabilité, vous l'avez dit, les pays autour de la République démocratique du Congo risquent d'être fragilisés, impactés par une situation qui est une situation difficile en RDC aujourd'hui. Donc on doit, nous, en tant que communauté internationale, sans ingérence, et c'est important de pouvoir le dire, soutenir des processus qui sont des processus de transparence et de vérité, qui rendent aux Congolais le choix qu'ils ont fait au moment du vote. Et un cas d'hold-up électoral. Voilà, et ça, c'est l'objectif que la communauté internationale doit se donner. Ce n'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, c'est-à-dire de faire ses propres négociations des résultats électoraux, mais c'est de rendre cette vérité et de soutenir la vérité qui peut être rendue aux Congolais. Ensuite, c'est les Congolais qui doivent accepter un accord, quel que soit l'accord qui peut être fait, mais avant d'accepter un accord, ils doivent avoir la vérité de ce qu'ils ont voté le jour des élections. Et c'est la communauté internationale qui doit soutenir cette ligne pour pouvoir aider le peuple congolais à faire ses choix. Okay. On parlait par exemple des sanctions. Est-ce que l'Europe peut élargir ces sanctions, par exemple, en prenant le cas de la coupure d'Internet? Certaines filiales qui sont installées en Afrique et qui sont à l'origine de cette coupure Internet, les maisons mères sont en Europe. Par exemple, dans ce cas-là, est-ce que l'Europe ne peut pas interpeller les maisons mères qui sont quelque part
complice du hold-up électoral. Alors ça, c'est toute la difficulté des grandes plateformes Facebook, Twitter et autres qui ont leur mode de fonctionnement, je dirais, autonome et indépendant et qui, à un moment donné, dans un État membre, dans un pays, peuvent subir un certain nombre de pressions. Et donc il est difficile pour l'Europe de venir influer. Ce sont des acteurs privés. Et donc c'est effectivement compliqué. Par contre, en ce qui concerne les sanctions, moi, je pense qu'il sera nécessaire de la part du Parlement européen et des institutions européennes de demander un certain nombre de comptes, par exemple sur la question des avoirs. Quand j'entends le président de la CNI qui dit qu'il n'attend qu'une chose, c'est que ce processus soit terminé pour pouvoir retourner à la gestion de ces mines, ça m'interpelle. Quelle est l'indépendance d'une personne qui gère une autorité indépendante si des concessions lui ont été offertes par un gouvernement pour exploiter des mines dans son propre pays? Et donc je pense qu'il est important que nous demandions qu'il y ait une ouverture d'enquête des avoirs des personnes qui ont participé au processus électoral et qu'il ne puisse pas y avoir d'enrichissement personnel de quiconque pour pouvoir prendre des positions dans le cadre d'un processus électoral. Ça me semble évident, ce sont des règles que l'on s'applique ici, que l'on s'applique dans beaucoup de pays, sur la transparence des avoirs des personnes qui sont aujourd'hui en politique, quel que soit le continent. Vous savez, ce n'est pas propre au continent africain. La question de l'enrichissement personnel est une question qui est importante dans le cadre de l'indépendance des processus électoraux et nous devrions, en tant que Parlement européen, exiger un certain nombre d'informations par rapport à ces enrichissements personnels. Est-ce que, M. De Colo, la jeunesse reste la seule porte de sortie d'un devenir certain et confiant du continent, principalement de la RDC? Vous savez, c'est vrai que la RDC est arrivée presque au point zéro, là. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on fait le bilan de la situation actuelle de la RDC, c'est un bilan vraiment catastrophique. Et je ne parle pas seulement, j'en fais pas une question personnelle de M. Kabila, je pense que lui, il est arrivé au terme de sa trajectoire politique, il a fait ce qu'il a pu faire, il a le bilan qu'il a. Mais lorsque je regarde depuis nos indépendances, depuis l'indépendance de la RDC, jusqu'à la fin du Mobutisme, 17 ans plus tard, on est arrivé presque au même point, on a fait un tour sur nous-mêmes, on a doublé notre population, on a doublé notre taux de pauvreté, et on a vraiment des causes de crainte de sous-développement structurel, c'est-à-dire notre capacité à nous développer comme pays dans les 10-20 prochaines années est aujourd'hui en train d'être mise en cause par une mégestion coupable qui est faite de notre État, de la chose publique. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il est fondamental que très rapidement, tous les Congolais qui en ont les moyens, qu'ils soient de la diaspora ou autres, qui ont eu l'occasion d'étudier, qui ont l'occasion d'être exposés à une autre réalité, viennent contribuer activement au redressement de ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le grand rendez-vous du changement. Mais tant il est vrai que moi je suis du secteur privé, pour moi, je n'envisage pas, je n'imagine pas que des personnes qui ne soient pas congolaises fassent pour le Congo ce que les Congolais ne sont pas prêts à faire. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est comment est-ce que le Congo arrive à capitaliser sur justement ce fabuleux capital humain, cette jeunesse, cette diaspora. Et moi, je pense que ça commence avant tout par ce qu'on appelle en anglais un rule of law, l'état de droit, et c'est-à-dire effectivement le respect des textes, le respect des lois, le respect du droit sacré des citoyens de choisir à intervalles réguliers leurs dirigeants. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, j'ai choisi de m'investir dans la société civile et pas dans la politique. Parce que je pense que la tâche est trop importante, en termes de complexité, de difficulté, mais aussi trop importante d'un point de vue stratégique pour que la question de la reconstruction du Congo ne soit l'affaire exclusive des politiciens. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est que le peuple congolais reprenne son destin en main. Et on se rend bien compte que malheureusement, pour tourner cette page difficile de la fin de l'ère Kabila, il va falloir qu'il y ait 1 million de Congolais qui aillent dans les rues. 1 million, je dis 1 million parce que c'est vrai que c'est difficile de faire des violences sur 1 million de Congolais. Je dis 1 million parce que c'est vrai que les militaires et les policiers partagent le quotidien très dur de pauvreté de la population congolaise et qu'effectivement, il va falloir qu'il y ait ce grand moment historique de prise de conscience et de prise de responsabilité du peuple congolais par rapport à son propre destin.
Et par rapport à ça, c'est vrai que je fais un appel à tous mes concitoyens. On ne peut pas aujourd'hui être congolais et être les bras croisés en regardant la télé ou en regardant Internet et en attendant des nouvelles. Il faut que chacun à son niveau, même s'il n'est pas au pays, essaye d'être le plus engagé, le plus vigilant mais le plus engagé possible. Et puis demain, c'est très important que le Congo soit redressé et relevé, reconstruit par ses fils et ses filles, avec le concours de toutes les bonnes volontés. Et il y en a eu tellement qui se sont manifestés lors de ce processus difficile, qui sont à la disposition des Congolais. Votre Madame mouvement Arrête. peut s'appeler Jeunes debout alors. Oui. Je ne vais pas le rebaptiser tous les 2 ans, c'est un mouvement jeune, Oui, mais pourquoi je pense qu'il n'y a pas que des jeunes. Voilà, je pense qu'il n'y a pas que des jeunes. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Absolument. Peut-être Madame Marie-Arena pour conclure, parce que nous arrivons à la fin de notre émission. C'est Alors- que l'Europe, vraiment, après tout ça, Alors moi- votre constat de M. Dokolo, de Mona et Voilà. tout, Moi, qu'est-ce que vous voilà, voyez je pense sincèrement que la seule chose que nous pouvons plaider aujourd'hui, et peut-être que comme vous l'avez dit, le moment où vous allez écouter cette émission, les résultats de la négociation de la CNI et des autres seront mis sur la table. Je pense que le gouvernement actuel doit donner la vérité et doit permettre à la société civile de confronter cette vérité pour qu'elle soit acceptée par le peuple congolais. Quand le peuple congolais aura accepté la situation qui lui sera donnée, qui est sortie des urnes, je pense que tout est possible au Congo, tout y est. Tout y est. Les intelligences, les richesses des personnes, les capacités de rebondir. Et je dirais même, pour le gouvernement actuel, la capacité de tourner une page. L'alternance, ça ne veut pas dire qu'ils sont finis pour demain. Ça veut dire que leur moment d'aujourd'hui est terminé et qu'ils peuvent se reconstituer pour demain. Et donc c'est ça l'alternance. Et je pense qu'il y a vraiment la possibilité de reconstituer positivement une nouvelle histoire pour les années qui viennent en République démocratique du Congo. Merci.